Écoutez, bonjour à tous. Je suis donc Pierre Chevalier, je suis le président de Rénov'Côte. Rénov'Côte, c'est une petite structure qui est focalisée sur la conception et la fabrication de peintures bonnes pour l'environnement et le climat. On est très orienté donc innovation et économie circulaire notamment. Donc, bienvenue dans ce webinaire sur le cool roofing. On ne parlera peut-être pas que de cool roofing d'ailleurs, mais on parlera en tout cas de la problématique chaleur et des solutions qu'on peut apporter à ces différentes problématiques. On passera en vue quelques références chantiers. On parlera aussi de positionnement, de façon à bien comprendre comment on peut utiliser nos produits de façon rationnelle. Enfin, on finira avec quelques innovations pour vous expliquer comment on fait évoluer nos formules dans le bon sens pour l'environnement. On peut commencer très, très largement avec ce que la RE 2020 préconise, en fait. Il y a 3 piliers. Le premier, c'est d'avoir moins d'impact du bâtiment sur l'environnement, donc d'avoir des impacts carbone plus optimisés, en faisant notamment appel à des matériaux biosourcés ou recyclés. Le deuxième et le troisième pilier, ça c'est quand même intéressant pour le cool roofing, c'est qu'on demande effectivement aux propriétaires de bâtiments de consommer moins d'énergie et que celle-ci soit aussi le plus décarbonée possible. Donc là, on verra que nos systèmes permettent d'aller dans cette direction-là. Et encore plus intéressant, elle demande de garantir la fraîcheur en cas de canicule. Donc là, on est vraiment dans le domaine des solutions apportées par le cool roofing. Alors, la problématique chaleur, on s'en aperçoit peut-être pas trop en ce moment, en fonction de la géographie où vous êtes. Mais on en a souffert et clairement, dans les années à venir, on va encore en souffrir un peu plus, malheureusement. Donc, la RE 2020, évidemment, en tient compte. Le décret tertiaire aussi pousse à réduire la consommation dans les bâtiments tertiaires, notamment sur les années 2030-2050. Un des points aussi qui revient beaucoup dans nos discussions, c'est l'inconfort apporté par les canicules. Ça peut être au niveau de l'humain, mais ça peut être aussi au niveau du monde animal. On a beaucoup de demandes pour améliorer la température dans des bâtiments agricoles. Et enfin, ça c'est clairement celui qui a impacté le plus notre activité sur les dernières années, c'est la facture énergétique qui a effectivement bondi énormément. Et donc, tout ce qui peut permettre de baisser cette facture énergétique est le bienvenu, et le cool roofing, encore une fois, fait partie des solutions. Je ne dis pas qu'elle est la seule, mais elle en fait partie. Le cool roofing, vous connaissez tous ces belles photos des îles grecques. Le blanc, évidemment, c'est la base pour ne pas absorber la chaleur. Le cool roofing lui-même, plus spécifiquement, est apparu aux États-Unis dans les années 80. De mon passé, j'ai vendu il y a déjà une vingtaine d'années des résines acryliques pour du cool roofing en Californie. Donc, c'est pas un système complètement nouveau. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fortement amélioré. On en parlera tout à l'heure. Mais ce qui est sûr, c'est que le cool roofing aujourd'hui est reconnu. Alors après, on peut amener des questions, on a des réponses. Ce qui est sûr, c'est que les scientifiques s'y sont penchés depuis déjà pas mal d'années. Différents endroits du monde, il y a des études tout à fait officielles. Si vous avez besoin d'informations, je pourrais vous donner les liens pour y avoir accès. Mais clairement, le cool roofing, à ce jour, a un intérêt pour régler les problématiques qu'on connaît. Je citerai juste un exemple, c'est un exemple français, donc c'est Chartres, un bureau d'études à Chartres qui déjà dès 2016 avait fait une étude qui a montré que en utilisant 2 bâtiments exactement identiques, l'un traité en toiture, l'autre pas, on a des améliorations qui sont quand même assez considérables. On voit que la clim a fonctionné 3 heures de moins par jour, que le gain en température de toiture était de 20 degrés, 6 degrés dans le bâtiment et une consommation sur la période de chaleur de moins 67%, donc ce qui est quand même assez considérable et qui montre l'intérêt de cette technologie.
on peut essayer de commencer à comprendre comment ça marche. Donc là, on parle de peinture thermoréflective. L'idée, évidemment, c'est d'essayer d'empêcher la chaleur de rentrer dans l'enveloppe du bâtiment. Donc, le principe essentiel d'une peinture réflective, c'est d'utiliser un pigment thermoréfléchissant. Donc, en général, quand on parle de blanc, c'est un dioxyde de titane traité en surface pour envoyer spécifiquement le rayon infrarouge. Et en général, les produits que vous avez sur le marché ont des réflexions de plus de 80%, enfin, en tout cas les bons produits. Et ça permet donc d'avoir un confort d'été grâce à cette réflexion du rayon infrarouge vers l'extérieur. On passe maintenant sur ce qu'on apporte en plus, en fait, avec notre système Rooflect. Le pigment thermoréfléchissant, bien sûr, est toujours présent puisque c'est la base. Il faut renvoyer le maximum de chaleur vers l'extérieur. Mais l'innovation, elle est venue de l'introduction dans la formule de finition d'aérogels de silice, qui sont en fait des petites particules pleines d'air. Quand je dis pleines d'air, c'est carrément 95% d'air présent dans ces petites billes qui sont micrométriques. Hein. L'aérogel de silice, à ce jour, ça s'est reconnu, c'est l'isolant thermique le plus performant. On voit le coefficient lambda qui est indiqué dessous. Et donc, cet aérogel de silice nous permet de traiter finalement ce qui est à l'intérieur, ce qui pourrait passer à l'intérieur de l'enveloppe, ce qui n'est pas renvoyé par le pigment thermoréfléchissant. Et ça, c'est un intérêt double, c'est qu'effectivement, ça booste le confort d'été, mais ça apporte aussi un petit plus sur le confort d'hiver. Là déjà, je précise que on n'est pas en train de parler de remplacer de l'isolation thermique par l'extérieur. On parle d'une peinture, mais il y a quand même un effet sur les murs froids, sur les toitures froides, et donc ça participe au confort d'hiver. Alors, on parle beaucoup, quand on parle de cool roofing d'une façon générale, de toiture plate ou faible pente. Donc là, effectivement, c'est la destination idéale de nos produits. Beaucoup de surfaces de bâtiments tertiaires, des centres commerciaux, des centres logistiques, des produits de ce type-là. Mais on a aussi élargi la gamme pour aller sur d'autres supports aussi communs sur la toiture, notamment les tuiles. Alors évidemment, les tuiles monochromes, on ne va pas traiter des tuiles anciennes parce que esthétiquement, ça sera pas très beau, même si l'efficacité sera tout aussi bonne. On a aussi un produit semi-translucide qui permet de traiter sur des toitures, tout ce qui est skydome ou verrière, donc avec une très bonne adhérence au polycarbonate ou verre. Et aussi, depuis quelques années, on commence à appliquer notre produit sur des surfaces verticales, puisque le Rooflect Therm, donc qui est la finition thermoréflective, a des capacités d'un produit D3, donc D3 dans la classification façade, c'est ce qu'on appelle résistance à la micro-fissuration. Donc c'est clairement un produit de rénovation d'anciennes peintures façades ou d'enduits plus classiques. Et là, on a accès évidemment à des teintes plus larges qu'en toiture, en essayant de rester bien sûr cohérent, c'est-à-dire ne pas aller vers des teintes sombres qui absorberaient quand même plus la chaleur que les teintes claires. Alors, notre deuxième spécificité, en plus de l'aérogel dans la finition, c'est le primaire. On a choisi dès le départ de préconiser un système qui passe par l'application au préalable d'un primaire. Le primaire, il a deux fonctions essentielles, c'est de pouvoir appliquer à peu près sur n'importe quel support de toiture ou de façade notre finition. Et là, ça va de la membrane bitumineuse au bac acier, au fibro, qui sont effectivement les trois supports principaux, mais aussi sur l'EPDM. Donc, PDM, si vous connaissez, c'est un support qui est assez fermé, qui est assez difficile sur lequel l'adhérence est assez difficile à obtenir. Bien nettoyé, on arrive à avoir l'adhérence sur de l'EPDM. Le deuxième intérêt, et c'est là où ça devient crucial, c'est que sur de la membrane bitumineuse qui correspond à peu près à 80% des toitures de bâtiments tertiaires, le primaire nous permet en fait de bloquer tout ce qui est
ce que j'appellerais basiquement transpiration du bitume quand il a chaud, ce qu'on appelle plus scientifiquement les exudations venant du bitume. Donc, c'est sur des matières graisseuses qui, sous l'effet de la chaleur, remontent à la surface sous forme de micro-gouttelettes. Et si vous ne les arrêtez pas, ces micro-gouttelettes, elles vont remonter jusqu'à la surface de la finition. Et ça va être autant de points de colle pour la poussière qui va de toute façon se déposer un jour ou l'autre sur la finition. Donc, l'intérêt de bloquer sous le primaire toutes ces remontées de colle, finalement, nous permet de garantir la performance dans le temps de la finition et d'avoir un nettoyage, parce qu'à un moment donné, il faudra bien sûr nettoyer la peinture sur une surface pratiquement horizontale. Ce nettoyage sera beaucoup plus facile et donc la pérennité de la performance sera assurée. On a pris dès le départ l'option de mesurer nos performances en faisant appel au CSTB, donc le Centre scientifique et technique du bâtiment, dès 2020. Comme vous le voyez, là, le premier rapport date de 2020, la période Covid. Le deuxième a été fait en 2023 sur les teintes, alors qu'en 2020, c'était que sur le blanc. Le SRI mesuré dans notre système, notamment la finition, donc est de 107%. Le SRI, donc c'est l'indice de réflexion solaire, c'est un des facteurs qui permet de voir la performance du système de coolroofing. Je tiens à préciser que c'était censé être mesuré sur un vrai support, donc et le support le plus contraignant, la membrane bitumineuse. Beaucoup de nos confrères s'amusent à mesurer le SRI sur des surfaces beaucoup plus planes et beaucoup plus réflectives. Je pense à des plaques d'acier. Le rayon est réfléchi non seulement par le revêtement, mais aussi par la plaque. Donc, on fausse complètement la mesure. Le CSTB s'en est aperçu. Ils sont en train d'ailleurs de mesurer en ce moment des SRI de 15 ou 20 produits du marché. Et ils ont trouvé 107 comme valeur maximale. Donc, c'est quand même assez rassurant pour notre système. Le deuxième rapport qu'on a du CSTB, c'est le Beruf T3. Là, l'intérêt, il est plutôt au niveau des assureurs. Ils aiment bien avoir ce genre de document. En gros, c'est quoi? Ça montre que appliquer notre produit sur un support existant de toiture ne modifie pas le comportement au feu de celui-ci. Donc, on est par rapport au comportement au feu, j'allais dire transparent, pas d'impact négatif de ce côté-là. Alors, le troisième point, c'est les C2E. Donc les certificats d'économie d'énergie. Ce type de produit est éligible avec des avantages variés, enfin différents en fonction de la région, de la zone géographique dans laquelle vous vous trouvez. Mais pour avoir l'éligibilité, ce qui est important, c'est que il faut passer un test donc de mesure de SRI, mais avant et après vieillissement accéléré. Là aussi, ce que j'ai souligné, c'est que le côté intéressant de notre système, c'est qu'on ne perd que très peu de performance après ces 4000 heures de vieillissement. On a perdu 1 point de SRI. Donc ça, c'est quand même aussi une bonne vérification du fait que la performance qu'on annonce est conservée dans le temps. Alors, quel est l'impact de notre système et d'une façon plus générale des systèmes de coolroofing? Comment ça marche? Clairement, le premier impact, c'est de baisser la température de toit. Donc ça, c'est des mesures qui ont été faites sur un chantier déjà qu'on a fait en 2019. On voit que l'impact de la peinture Rooflect, c'est clairement d'éviter le pic de chaleur sur la toiture, qui évidemment lieu en milieu de journée. En gros, on divise par 2 la température de la toiture au milieu de la journée. Donc ça, c'est un gros intérêt quand des blocs de climatisation sont présents sur la toiture. Ces blocs froids, finalement, récupèrent un air qui est 2 fois plus frais. Donc, le fonctionnement est d'autant plus performant, d'autant plus efficace. Moins de panne aussi, on le verra que ça a été constaté par certains de nos clients. Et évidemment, si la climatisation fonctionne moins, la dépense énergétique est moindre. Le deuxième point, c'est à l'intérieur du bâtiment, donc la température mesurée à l'intérieur. On voit aussi qu'on évite l'élévation de température et surtout, on voit qu'en fin de journée, on gère finalement ce qu'on ne peut pas éviter, c'est l'inertie des matériaux d'un point de vue thermique.
Et ça, c'est des choses que certains AMO commencent à utiliser sur des chantiers, même sur des isolations thermiques par l'extérieur, dans le sud de la France, vers Montpellier. On a un AMO qui commence à préconiser une couche de notre finition au Reflect Therm pour justement faire en sorte que l'isolant fonctionne mieux dans la partie isolation thermique. Donc, le fait de renvoyer la chaleur vers l'extérieur permet à l'isolant aussi de mieux fonctionner. L'intérêt aussi de nos produits, c'est sur le photovoltaïque quand il est présent. Alors, photovoltaïque, encore plus intéressant quand c'est du bifacial, mais même sur du classique, il y a un intérêt. Pourquoi? Il faut savoir que les panneaux photovoltaïques n'aiment pas trop la chaleur. Ça paraît incroyable, mais c'est la réalité. Au-dessus de 25 degrés, le panneau photovoltaïque commence à moins bien fonctionner. 0,5% de rendement par degré supplémentaire au-dessus de 25 degrés. Donc, si vous faites un calcul rapide, vous êtes sur une étanchéité bitume qui peut monter facilement à 80 degrés en pleine chaleur. Si vous réduisez par 2 la température de surface, 40 degrés, ça fait 20% de rendement gagné pour les panneaux solaires. Ceci, bien sûr, venant en complément d'une notion qu'on doit garder en tête, c'est que les panneaux ont souvent des sécurités qui, en fait, se mettent en place au-dessus de 60 degrés. Donc là, on n'a carrément plus de production d'électricité. Bon, je vous parle de quelques clients, c'est simplement pour montrer la diversité des clients qu'on a aujourd'hui. Alors, ça peut être des grandes surfaces, ça peut être le monde animal. Encore une fois, on a eu on verra quelques photos tout à l'heure, on a eu un agriculteur qui faisait de l'élevage de volailles en Bretagne, on a des SPA, c'est des écoles aussi, bien sûr. Mais on a aussi, et c'est ça que je voulais mentionner très rapidement, des applications industrielles. Juste pour faire une petite parenthèse amusante, aujourd'hui, on est en train de traiter le problème de la dilatation des rails sur les réseaux ferrés. Hier soir, on a appliqué en Suisse, le mois prochain, on applique en Espagne. La SNCF aussi, évidemment, est intéressée. Donc, c'est pas la même peinture, mais c'est le même principe qui est utilisé pour baisser la température du rail en surface et donc faire en sorte que le rail ne se dilate pas. Autre application avec un autre type de peinture, là on est sur des peintures de deux composants, époxy, polyuréthane. On a déjà traité un wagon de voyageurs de la SNCF, là aussi pour avoir du confort et moins de consommation de climatisation. Quelques exemples de chantiers. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les clients ont constaté ce qu'on annonce. Alors là, dans ce cas-là, des McDo, c'était de l'ordre de 20% de consommation en moins. Mais surtout, ce qu'ils mettaient en avant, c'est qu'ils n'avaient eu aucune panne pendant toute la période 2023, donc pendant l'été 2023. Alors que sur l'année précédente, les pannes étaient répétitives. Et tout ça, évidemment, ça engendre des coûts non négligeables. Ce cas de chantier sur Lyon, une immobilière de bureaux sur Lyon, reproduit un petit peu ce dont je parlais tout à l'heure du bureau d'études éthiope sur Chartres. En fait, ils avaient deux bâtiments absolument identiques. L'année dernière, ils nous en ont fait traiter un avec notre toiture, notre système Reflect Therm. Les économies constatées, cette année, de nouveau, on a deux autres bâtiments qui sont en cours de traitement. Alors là, il est à noter que le produit, peut-être que certains d'entre vous l'ont réalisé, la teinte n'est pas du blanc. C'est-à-dire que le PLU dans cette zone-là impliquait d'appliquer autre chose que du blanc. Donc, on est passé sur un RAL Distress de mémoire qui a pratiquement la même performance que du blanc et qui permet d'éviter le blanc pur et dur qui est un peu éblouissant. Bon, d'autres chantiers, l'Oxam, c'était juste pour dire que là, ils avaient eu aussi un intérêt sur le confort d'hiver, avec notamment de l'anticondensation. Quand on a des parois en bac acier, ça peut être des bardages verticaux aussi. On a eu ce genre de commentaires de clients industriels. Élevage de volailles, là, c'est quand même intéressant parce qu'on sort du monde habituel, ça c'est le monde animal, mais ce qui était quand même intéressant, c'était de voir que le client nous avait fait appliquer que la moitié de son toit. Donc c'est une espèce de batterie de volaille qui fait à peu près 200 mètres de long. On avait repeint que la moitié du toit.
Et le propriétaire avait eu la gentillesse de nous rappeler le lendemain de la finition du chantier pour nous dire c'est vrai qu'il a dû se passer quelque chose parce que je peux vous garantir que toutes mes poules sont venues se réfugier sous la partie du toit traité. Et il était allé donc jusqu'au bout de la démarche à acheter une caméra thermique. C'est lui-même qui nous avait dit on a moins 8 degrés de différence entre la partie traitée et la partie non traitée. Donc c'est clairement c'était du fibrociment pas isolé, mais on voit un impact majeur sur la température intérieure. À noter que vous voyez derrière sur la photo de droite 2 silos. Ces silos depuis le temps ont été traités aussi avec notre finition. Il avait des problématiques de condensation à l'intérieur qui pourrissaient finalement ces récoltes. Le fait de traiter les parois des 2 silos ont permis de réguler la condensation à l'intérieur et donc de lui résoudre son problème de pourrissement. Un chantier beaucoup plus classique, c'est le Leclerc Drive des Aubrais à côté de Fleury-les-Aubrais à côté d'Orléans. Si vous le souhaitez, vous aurez le lien YouTube du témoignage de l'exploitant, du gérant, expliquant que sous sa mezzanine, avant le traitement, les employés ne voulaient plus y aller parce que c'était carrément inconfortable, il y avait même des malaises. Et après un an d'exploitation, il avait clairement vu là aussi 20% de réduction de consommation d'énergie. Je le disais tout à l'heure, ne pas oublier, là on parle de cool roofing, donc roofing, toiture, on a de plus en plus de demandes de bureaux d'études pour justement dans le cadre de la RE 2020, pour trouver des solutions à l'impact de la climatisation. Et dès qu'on a un bâtiment qui est plus haut que large, finalement que haut, la façade a un impact qui est loin d'être négligeable. Donc, utiliser notre produit sur des façades a un intérêt. Et là aussi, on peut aller sur des teintes. On a disponible un nuancier qui est un nuancier RAL, hein, donc en gardant en tête évidemment de ne pas mettre des teintes trop sombres. La solution façade existe et ça c'est important de le garder en tête. Alors on a évidemment une volonté, puisqu'on est très orienté R&D, une volonté d'améliorer nos produits. Alors on a sorti très récemment une nouvelle formule 2024 qui est différente sur 2 points. Le premier point, c'est qu'on a amélioré le SRI. C'était aussi une demande des clients. On verra aussi qu'elle s'est couplée avec une autre évolution. On va en parler dans ce même slide un peu plus tard. On a mis en place une version anti-corrosion du primaire, parce qu'on a de plus en plus de demandes sur des bacs acier qui sont rouillés. Alors, il ne faut pas non plus que le bac acier soit complètement corrodé, parce que là, il faut un traitement spécifique. Mais quand il y a des taches de rouille, on peut gérer ça avec la version anti-corrosion du Rooflect Prime. Une base purement basée sur la réflectivité, parce que évidemment, quand on a des grands bâtiments et qu'il y a quand même un budget à prévoir, on a aujourd'hui rajouté à la gamme en fait une base que réflective pour répondre à ces demandes-là. Là, clairement, cette base uniquement réflective n'apporte que du confort d'été. En fait, en gros, on a gardé le pigment réflectif et on a enlevé l'intérêt de la partie aérogel de silice. Là aussi, pour ouvrir le débat, on ne se cantonne pas au bâtiment, on est en train de proposer des solutions au sol, notamment pour les agglomérations. Quand on se confronte à la problématique des îlots de chaleur urbains, on a une peinture sol qui est basée sur le même principe, mais qui est un peu modifiée en termes de résine pour avoir de la résistance au frottement, résistance à la durabilité. Et donc, ça, c'est clairement un axe qu'on va traiter cette année. Les produits sont passés en prêt à l'emploi. On a les applicateurs demandaient un produit qui n'a pas besoin d'être dilué sur chantier. Donc, ça, c'est une petite amélioration, mais pour faciliter le travail des applicateurs.
Et enfin, c'est le deuxième point de la nouvelle formule dont je parlais tout à l'heure. Nos formules 2024 contiennent des matières premières qui sont d'origine économie circulaire. Donc ça, c'est un intérêt qu'on a déjà travaillé, puisque dès 2022, on avait entrepris la démarche de créer une FDES, donc une fiche de déclaration environnementale et sanitaire spécifique au système Rouflect. Le fait de rajouter un contenu recyclé dans la formule améliore encore cet impact carbone. Et pour information, donc là aussi, on est en train de proposer des solutions de confort thermique intérieur avec une peinture qu'on applique sur des murs, donc plus là d'habitat classique, avec elle aussi un contenu recyclé important. On n'est pas sur du greenwashing, là, on a un vrai impact carbone. Alors, pour clarifier aussi la partie où appliquer nos produits, quel marché. Il est bien évident qu'on a tout à fait conscience que sur des étanchéités bitume, ces étanchéités sont sous garantie décennale. Donc, c'est vrai que la plupart de nos marchés sont en traitement d'étanchéité de toiture qui ont plus de 10 ans. Ça, c'est une constatation. On a quelques cas quand même de clients qui sont dans la garantie décennale, mais qui prennent quand même le risque, entre guillemets, de traiter l'inconfort dû à la chaleur, parce qu'ils le considèrent comme prioritaire. Ça, c'est une décision du propriétaire, mais on en voit de plus en plus. Et le marché important aussi, en complément, c'est le bac acier et le PVC. Le fibrociment étant un peu plus secondaire, mais bac acier et PVC sont des marchés qui, aujourd'hui, sont importants pour nous. Je le disais, l'intérêt croissant des bureaux d'études pour notre solution afin de minimiser l'impact de la climatisation dans le cadre de la RE 2020. Ça, on a de plus en plus de questionnements de ce côté-là. Et puis l'intérêt aussi, c'est de pouvoir apporter du confort d'été et de l'anticondensation avec finalement une performance de D3 donc classique. Encore une fois, le D3, c'est le traitement de la microfissuration sur les façades. Nouveau marché, ben, j'en parlais déjà un petit peu tout à l'heure, donc le traitement par l'intérieur du confort thermique, des peintures sol anti-îlots de chaleur. On est passé carrément sur des applications plus industrielles aussi, donc le traitement de transfert de fluide, de cuves de stockage pétrolier, eux aussi ont des problématiques de condensation à l'intérieur des cuves de stockage, donc ils sont obligés d'éliminer l'eau. Et là, donc, le fait de traiter avec notre peinture élimine le problème à la source, donc ça c'est intéressant. Le traitement des surfaces métalliques ou composites. J'ai cité tout à l'heure l'exemple du wagon de voyageurs SNCF, donc là avec des peintures de composants phase aqueuse. Et enfin, là aussi, déjà mentionné, la dilatation des rails. Pour résumer un petit peu, donc en termes de performance, ce qu'on apporte, nous, c'est une combinaison donc de réflectivité, c'est-à-dire qu'on renvoie le maximum de rayons solaires vers l'extérieur, notamment la partie infrarouge, qu'on combine avec de l'émissivité, donc ça, c'est grâce aux aérogels de silice. L'impact sur la température, en moyenne, c'est 5 à 8 degrés. Sur la réduction de la facture énergétique, en gros, on a eu des 35%, mais plus rares. En général, on tourne autour de 20%. Et le retour sur investissement, parce que c'est souvent la question qu'on nous pose, retour sur investissement calculé sur un bâtiment tertiaire, je le précise, on était sur du 3 à 4 ans. L'intérêt, donc, c'est qu'on peut apporter là aussi du confort d'hiver grâce aux petites billes pleines d'air dont on a parlé. Et en termes de coût, il ne faut pas oublier la protection de l'étanchéité, le fait de diminuer l'impact des cycles chaud-froid permet à l'étanchéité de durer plus longtemps. Elle est protégée aussi des rayons infrarouges, des rayons UV, donc elle se dégrade moins vite. Elle est aussi protégée quelque part, puisque c'est un revêtement élastique,
des impacts, que ce soit de pluie ou de grêle d'ailleurs. Donc, on a carrément une pérennisation de la durée de vie de l'étanchéité. Et puis, évidemment, sur les coûts de maintenance, là, on fait allusion peut-être plus à la partie climatisation. On l'a déjà mentionné tout à l'heure, ça a été reconnu. Le fait d'appliquer notre produit en toiture permet d'avoir moins de pannes et donc moins de coûts de maintenance. Sur les résultats, je mentionne ici 200 000 m² appliqués entre 2021 et 2023. On est déjà sur une base supérieure cette année, malgré les conditions climatiques. Le fait d'être passé au CSTB, effectivement, c'est pour nous un gage de qualité et de sérieux. Encore une fois, il n'y a pas d'avis technique, puisque le CSTB, pour l'instant, est dans une démarche de reconnaissance de ces produits, et le CSTB ne délivre que des rapports techniques, donc mesure de caractéristiques, notamment le SRI. On est éligible au certificat d'énergie, on en a parlé tout à l'heure. La durée de vie, elle est de plus de 10 ans. Ça, vu mon expérience, notamment aux États-Unis, on sait que ça peut aller jusqu'à 20 ans. La seule chose à prévoir, évidemment, c'est de prévoir un nettoyage de la toiture tous les, en gros, 5 ans, si on n'est pas dans des conditions d'encrassement vraiment important. Si on est en pleine campagne, évidemment, l'encrassement n'est pas le même que si on est dans une zone industrielle. Mais pour des bâtiments tertiaires, souvent les propriétaires ont des contrats de maintenance de la toiture, et le nettoyage de la toiture en fait partie. Donc, ce ne sont pas des coûts additionnels. Et le nettoyage, encore une fois, grâce au primaire qu'on préconise sur notre système, ce nettoyage est tout à fait facile. Donc, c'est pas une contrainte majeure. Encore une fois, on précise que nos produits sont conçus et sont fabriqués en France. On a aujourd'hui 2 usines qui fabriquent nos produits. Et je pense que ce qui est important, c'est de voir qu'on a une vraie préoccupation pour l'environnement, l'impact carbone. Et donc, le fait d'avoir eu cette démarche FDES déjà en 2022 et qu'elle soit aujourd'hui disponible, le prouve. Je pense qu'à ce jour, il n'y a que 2 fabricants de peinture qui ont une FDES spécifique en colorofilm. Voilà, écoutez, c'était un petit peu la présentation rapide de ce qu'on peut proposer aujourd'hui. Bien sûr, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Très bien, eh bien, merci Pierre pour cette présentation. Il y a effectivement pas mal de questions. Donc je vais vous les lire et je vais vous laisser y répondre. Allez. Le produit laisse-t-il respirer le support sur les tuiles dont vous avez parlé tout à l'heure? Alors, le produit, c'est le même produit qu'on applique à la fois sur les tuiles, sur les façades ou sur le primaire en toiture. On a des valeurs de perméabilité. On sait qu'on est suffisamment respirant pour aller sur ce type de support. Chaque fois, encore une fois, les peintures qu'on applique sur des supports tuiles ou façades, il faut qu'il y ait un bon compromis entre la perméabilité vapeur et l'imperméabilité à l'eau. Ça, c'est des choses qu'on connaît bien. Et ça, je peux apporter des valeurs, il n'y a pas de souci, qu'on me contacte et je donnerai accès aux valeurs mesurées. D'accord. Merci. Autre question, il y avait une question sur les C2E, surtout dans les dom-tom, mais la fiche C2E existe aussi pour la métropole. Donc ça, j'ai envoyé un lien vers la fiche C2E. Donc je pense que j'y ai partiellement répondu, mais est-ce que vous voulez apporter un complément d'information sur la question des C2E? Alors, très honnêtement, dans les C2E, on a des clients qui, effectivement, appliquent nos produits dans les dom-tom. Mais j'avoue, il faudrait que je creuse parce que je ne sais pas si le C2E est applicable. Je vois pas pourquoi il ne le serait pas. Mais je ne sais pas quelle zone je pense que ça doit être du H3, mais honnêtement, il faudrait que je vérifie. Je n'ai pas la réponse. Non, mais la fiche C2E est en lien. Au besoin, tout le monde peut la consulter et aura quelques éléments de réponse. Le produit a-t-il été déjà refusé avec les règles de certains PLUI locaux? Le produit en blanc a été refusé, effectivement. C'est pour ça qu'on a une démarche tout à fait transparente avec les mairies et on leur propose des teintes
Euh, on a eu un chantier très récemment sur la ville de Grasse, dans le 06, où le blanc a été refusé. On leur a proposé différents râles de blanc cassé, on va dire. Et là, c'est un râle un 10-13 qui a été accepté. Donc, c'est un beige léger qui est en général accepté par les mairies. À Lyon, sur le site de l'immobilière de bureau aussi, c'était un 10-13 et la teinte a été acceptée de la même façon. D'accord, très bien. On a Euh, des questions aussi, pas seulement sur la teinte, mais sur l'éblouissement. Là aussi, c'est important de préciser que la réflexion, elle est spécifique au rayon infrarouge qui est invisible à l'œil. Donc, même si vous êtes dans la zone d'Orly ou d'aéroport proche, finalement, le revêtement n'a pas un effet d'éblouissement sur les pilotes ou sur l'environnement. d'accord, il n'y a pas d'effet un peu miroir comme on peut le retrouver avec les panneaux photovoltaïques qui, eux, peuvent être interdits en zone aéroportuaire. C'est ça? Exactement. D'accord, très bien, merci. Pouvez-vous redonner vos avis techniques à Tex? En résumé, êtes-vous reconnu comme technique courante, ce qui est mieux pour l'assurance décennale? Alors, je disais, on a depuis 2020, même 2019, on est en contact avec le CSTB, donc on est en train de caler avec eux cette, cette démarche-là, c'est en cours. Je pense que d'ici la fin de l'année, on aura ça disponible. Ce qu'il faut savoir, c'est que le CSTB n'était pas très moteur jusqu'à il y a peu de temps. Je pense qu'ils ont toujours ce rôle d'observateur et de garde-fou aussi sur des techniques non courantes, donc ils sont prudents. Aujourd'hui, ils ont entamé une procédure en interne pour tester une quinzaine, une vingtaine de revêtements. Donc c'est en cours. Je pense que d'ici la fin de l'année, effectivement, il y aura des choses beaucoup plus cadrées et structurées. D'accord. Autre question, y a-t-il des mesures de température intérieure avant et après sur toiture déjà isolée au préalable, avec, le cas d'étanchéité d'étanchéité bitume sur isolant par exemple? S Je peux ouvrir le micro Ben, pour, pardon, allez-y, allez-y, répondez. Si la question est claire, il y a pas de problème. ouais, bah, le petit diagramme que j'ai utilisé dans la présentation, où je mentionnais la température intérieure, c'était sur un bâtiment de bureau qui avait du R+1. Alors, j'ai plus en tête mais il y avait de l'isolation, c'est sûr, en toiture, hein, c'était de l'étanchéité de bitume. Donc, ces valeurs-là, elles sont à peu près représentatives de ce type de bâtiment. Ce qui est clair, c'est qu'on gagne entre 5 et 7 degrés. Alors après, évidemment, il y a les parois vitrées ou pas vitrées. Il y a plein d'impacts qui peuvent interférer avec l'abaissement de température. Mais en général, ouais, on est sur 5 et 7 degrés d'abaissement. D'accord. Une autre question, intéressante. Avez-vous des études sur les qualités d'eau récoltées avec vos toitures peintes? La qualité j'ai pas entendu, de l'eau. Oui, avez-vous des études sur la qualité d'eau, des eaux récoltées, qui ruissellent sur, Bah, les toitures qui sont peintes avec du Rénovcoat, enfin avec des produits Rénovcoat, pardon. oui, donc je pense que la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a un délavement de la peinture, est-ce que des produits dangereux peuvent ressortir de la peinture? Alors, on n'a pas d'études spécifiques, mais ce qui est déjà sûr, c'est que bon, on sait ce qu'on met dedans. La différence de certains de nos confrères, on ne met pas de vernis avec des fluorés, là, les fameux PFAS. Donc, je pense que la question, elle est un peu liée à ça. Bon, c'est des peintures, j'allais dire, quelque part classiques. Le fait d'avoir boosté la performance avec l'aérogel ne change en rien au fait qu'il n'y a pas de délavement spécifique. Ce qu'on peut avoir en délavement, c'est simplement un peu de tensioactif, ce qui laisse finalement la peinture en dispersion aqueuse dans sa forme liquide. Mais ces tensioactifs, déjà, sont majoritairement piégés dans le film lorsqu'il sèche. Donc, il y a très peu d'exudation sur la peinture. Honnêtement, s'il y a des traces, c'est possible, mais zéro. Enfin, encore une fois, on n'a pas fait d'études spécifiques, mais on est confiant qu'il n'y aura pas d'impact sur les eaux de pluie. D'accord. Concernant la réduction des pannes sur les
climatisation. On a une question, est-ce que c'est le cas aussi sur les centrales double flux, si j'ai bien compris la question? Ah, je pense, enfin, honnêtement, on n'a pas l'expérience. Nous, Ouais, les commentaires qu'on a eus étaient spécifiques à de la clim standard. Enfin, j'aurais tendance à dire que oui, ça devrait aller dans le même sens, mais bon, on n'a pas eu de retour, en tout cas de clients avec ce type d'équipement. Donc, je peux pas vous dire d'une façon claire et définitive si c'est le cas ou pas. d'accord. Une question sur le coût au mètre carré hors taxe de l'application avec primaire inclus. Alors, c'est toujours la question un peu difficile dans le sens où nous, on est fabricant de peinture. Donc, on fait appel à un réseau d'applicateurs qu'on a agréés, donc des gens qui savent appliquer de la peinture, qui travaillent dans les normes, dans les DTU. Ce que je peux dire en moyenne, c'est que sur des très gros bâtiments, plus de 10 000 mètres carrés, on est souvent autour, allez, de 15 mètres carrés, de 15 euros au mètre carré, pardon, de coût global hors taxe, pouvant aller jusqu'à 25, voire un peu plus, en fonction de la taille du bâtiment et de la complexité aussi. Ce qui peut impacter, c'est l'accessibilité, savoir s'il y a besoin d'une nacelle ou pas, ça a un coût. Les mises en sécurité aussi, est-ce qu'il y a des lignes de vie ou pas. Donc, c'est quand même tout ça est très spécifique à un chantier donné. Mais voilà, 15-25 euros mètre carré hors taxe me semble une bonne fourchette. Très bien. Fourniture et pose comprise. Côté des bureaux d'études thermiques, comment prendre en compte votre produit dans les paramètres STD des logiciels où on saisit l'émissivité infrarouge, l'absorptivité solaire, la réflexion lumineuse, l'effet miroir, la rugosité, etc. À quoi équivaut la SRI parmi tous ces paramètres avec, entre parenthèses, logiciel Pléiade d'Izuba? Voilà, ça c'est peut-être une question qu'il faudra qu'on aborde Hein? en particulier parce que c'est un peu technique et un peu spécifique. Mais c'est vrai que les logiciels des bureaux d'études aujourd'hui, quelque part, sont pas calibrés, entre guillemets, pour prendre correctement en compte nos produits. Donc ça, c'est aussi des évolutions qui vont arriver. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour faire très basique, entre une peinture blanche et une peinture blanche réflective avec des aérogels, le logiciel ne voit pas enfin, ne prend pas en compte la différence. Donc c'est vrai que c'est une discussion à avoir en particulier pour aller dans le détail. Très bien. Mais c'est une très bonne question. Ça serait une très grosse aide si on pouvait aller dans cette direction-là. Vous pourrez, ou je le ferai, nous laisser vos coordonnées dans Oui, le bien module sûr, avec de plaisir, chat hein. pour, voilà, Avec pour ce genre plaisir. de Ouais, questions un peu pointues et qui nécessitent un temps de réponse un peu long. ouais. Hem Et une dernière question, est-ce que les verrières, sont traitables? Enfin, les verrières en verre, en l'occurrence, certains produits ne s'appliquent que sur le polycarbonate, par exemple. Non, le produit qu'on a développé pour donc rester translucide a une adhésion pour aller donc sur le verre et sur le polycarbonate. C'est le même produit qui est appliqué à la fois sur verre et polycarbonate. Très bien, merci. Alors, Produit en deux couches, bien sûr avec un nettoyage préalable, mais sans besoin d'un primaire spécifique. Donc c'est du direct sur support. très bien. Et pourrons-nous bénéficier d'une copie de votre présentation? Je peux répondre que oui. Avec plaisir. Très bien. Il n'y a plus de questions à l'écrit. Je propose aux participants qui souhaiteraient intervenir à l'oral ou reposer des questions on a encore un peu de temps devant nous, une petite dizaine de minutes. Et si vous souhaitez intervenir à l'oral, vous pouvez lever la main et j'ouvrirai votre micro. Heu, alors, confirmez-vous cette assertion d'un concurrent? Si l'étanchéité a plus de 10 ans, le fait de mettre de la peinture ne permettra plus de faire des réparations ponctuelles de l'étanchéité en cas de fuite. Alors, je ne sais pas qui est le concurrent, mais ce que je peux vous dire, c'est que notre peinture, évidemment, peut être décapée localement.
Et donc, une fois décapé au décapeur thermique, vous isolez, vous traitez l'étanchéité d'une façon tout à fait normale et vous réappliquez une fois que c'est de nouveau sec, primaire et finition, sur la partie traitée. Donc, je ne vois pas où est la problématique, mais on peut le faire. On l'a déjà fait d'ailleurs. D'accord, bah, c'est le concurrent, donc le Mammut Soprema. Mammut, c'est son logo Ah, de mémoire. ok. Ok, bah, je vois plus de questions, pas de main levée. Euh, les quelques références que vous nous avez citées, proposées de nous donner, vous me les transmettrez, je relayerai? On fait comme ça? Oui, bien sûr. Ouais. Ok, super. Alors, une dernière intervention, enfin, c'est la suite, hein, Soprema toujours. Si étanché à moins de 10 ans, le fait de mettre de la peinture fait perdre la garantie décennale de l'étanchéité, fait perdre le classement fait extérieur de l'étanchéité dans le cadre des ERP. Et la personne a tout à fait raison. Si elle a suivi ma présentation, c'est exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire que si l'étanchéité est sous garantie décennale, c'est-à-dire qu'elle a moins de 10 ans, effectivement, le client, s'il applique la peinture Rooflect en rénovation, le client va perdre sa garantie décennale. C'est bon, avec un petit bémol, c'est-à-dire que j'ai un applicateur que je connais dans le sud-ouest qui a réussi à négocier avec son assureur spécifiquement une extension de sa garantie décennale en traitant quand même avec nos peintures. Mais sur le fond, on est bien d'accord. Dès qu'il y a une intervention sur un produit sous décennale, on perd la décennale. Ça, c'est tout à fait correct. La majeure partie, l'énorme majorité de nos chantiers sont sur des étanchéités qui ont plus de 10 ans, donc le problème ne se pose pas. Et en fonction de la tech ou de la tex et de son champ d'application, ce problème ne se posera plus. Mm. Je vois une question qui est en train d'être rédigée. Pensez-vous que votre produit pourrait à terme, pardon, être aussi considéré comme étanchéité à part entière? Non, on est en train de travailler d'autres formules qui pourraient apporter de l'étanchéité en tant que telle. Aujourd'hui, appliquer une peinture avec un système qui fait 750 grammes mètre carré, primaire et finition compris, on n'apporte pas de l'étanchéité. Ça, il faut que ça soit aussi très clair. On protège l'étanchéité, oui, si elle est en bon état. Par contre, on ne vient pas étanchéifier et réparer un problème d'étanchéité. Donc, mais la question, bah, de toute façon, c'est l'approche de gens comme Soprema, de dire on fait à la fois étanchéité et réflectif. Donc, nous, on va partir de l'autre côté, mais en ayant la même objectif, mais ça sera l'objet d'un développement spécifique et donc d'un nouveau produit. Très bien. Le produit est-il applicable sur les bateaux? Alors, sur les bateaux, sur les surfaces, quelle surface? Bateau, alors si c'est sur le pont du bateau, pas ce type de produit, non. Si c'est sur l'intérieur de la coque, on a déjà appliqué le système de composants époxy pour isoler, éviter la condensation. Ça, oui, on l'a fait, ça marche. Sur l'extérieur des bateaux, pour l'instant, on n'a pas de cas on n'a pas d'expérimentation. On pourrait Mais il imaginer faudra, peut-être, ça sera pas le produit utilisé en bâtiment, le reflect terme de toute façon. Là, on va aller sur des bicomposants, soit époxy, soit polyuréthane. Époxy en sous-couche et polyuréthane en finition, mais c'est pas des marchés pour l'instant qu'on a testé, ça pourrait être sauf en intérieur. oui, peut-être sur des containers maritimes frigorifiques. Peut-être que là, votre peinture aurait un intérêt. Alors, alors ça déjà, ça c'est déjà des marchés. J'en ai pas parlé parce que c'est un petit peu spécifique, mais effectivement, on a traité déjà des containers qui se retrouvent en plein milieu du désert. Avec du matériel qui a pas besoin de trop de chaleur supplémentaire. Donc, oui, ça apporte définitivement une solution à la problématique chaleur. Ouais.
Alors, un rayon minimum en mètres d'application autour des installations de climatisation, pour être efficace. Je Ah oui, ah oui, je citerai pas le nom de l'enseigne, mais une grande enseigne française m'avait demandé à peu près la même chose, mais eux, ils estimaient qu'avec 20 mètres carrés autour du bloc froid, la solution allait être trouvée. Avec les mouvements d'air qui sont en toiture, il faut quand même avoir un minimum de surface traitée pour que ça soit efficace. Donc, bon, ça aussi, c'est très spécifique. Il faudra voir le bâtiment, le positionnement des blocs froids, mais c'est pas en traitant 3 mètres autour du bloc froid que ça va suffire. Non. Ça serait magnifique, mais il faut quand même une surface un peu plus large pour justement prendre en compte les mouvements d'air. Très bien. Écoutez, cette fois-ci, je crois que c'était la dernière question. Oui, il semblerait. Donc, Ben, merci de votre attention, merci des questions. Encore une fois, à votre disposition. S'il y en a d'autres offline, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées, donc eh n'hésitez ben, pas. je vais les indiquer de ce pas. Une adresse mail me paraît appropriée. Je vais peut-être pas donner vos coordonnées téléphoniques, pas tout de suite. Pas de souci, pas de souci. Bon, voilà, qui est fait. Et alors, d'accord, pour le numéro de téléphone, heu et l'adresse. Voilà, et je vais lire quand même votre, mail pour, ceux qui regarderaient la rediffusion et qui n'ont pas accès au chat. Donc c'est pierre.chevalier@renovecôte.com, tout simplement. Merci encore pour cette intervention. Merci aux participants, nombreux et pour leurs nombreuses questions. Heu Merci et Mathias, et merci à j'enverrai tous. sous peu, votre présentation ainsi que les différentes, références, citées. Voilà, merci Merci beaucoup. Au encore. revoir. Bonne journée à tous. Au Bonne fin de revoir. journée. Au revoir. Merci.